Messieurs, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, si vous permettez, on va essayer de commencer dès maintenant parce qu'on a 1 heure devant nous. À 15 heures, nous avons non seulement les questions d'actualité, mais nous avons aussi un hommage rendu à Jean-Claude Gaudin, qui est décédé malheureusement le week-end dernier. Donc j'aimerais qu'on essaye de boucler pour 15 heures, un petit peu avant 15 heures, pour qu'on puisse aller se rendre dans l'hémicycle. Donc on procède cet après-midi donc à l'audition des représentants des petites et moyennes entreprises qui vient compléter donc l'audition que nous avons eue la semaine dernière, jeudi dernier, avec le MEDEF, l'AFFB et un certain nombre de partenaires. On est donc heureux de recevoir aujourd'hui pour la CMA France M. Julien Condard, qui est donc directeur général, et Samuel Deguerra, qui est directeur des affaires publiques et des relations institutionnelles. Et puis pour la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, Madame Bénédicte Caron, vice-présidente chargée des affaires économiques, et Lionel Vigneault, directeur des affaires économiques, juriste et fiscales. Pour l'Union des entreprises de proximité, l'UDP, M. Michel Picon, président, M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Thérèse Notte, chargée des relations avec le Parlement. Donc on a aussi auditionné déjà aussi sur le terrain donc vos collègues présidents de départements ou régionaux. Et donc aujourd'hui, le projet de loi de simplification de la vie économique qu'on doit examiner est présenté comme devant marquer une nouvelle approche de la relation entre la norme législative et réglementaire et les entreprises dans laquelle la simplicité serait la règle. Or, on a pu constater lors de nos auditions, à la fois au Sénat mais aussi sur le terrain, qu'on s'est rendu compte que ce qui est présenté comme la simplification, pour les uns, ne l'est pas forcément à court terme et pas pour tout le monde. Donc il faut qu'on avance évidemment prudemment sur la simplification. C'est pas, je le dis souvent, c'est pas simple de simplifier parce que parfois ça complexifie les choses. On s'est interrogé d'ailleurs sur des mesures qui semblent d'abord plus simples ou en tout cas politiques et pas forcément simplificatrices, comme le bulletin de paie, où finalement c'est une fausse simplification, puisqu'il faut faire 2 fois le même travail. Et il est donc important pour nous de prendre aussi l'avis des premiers concernés et puis de recueillir votre avis sur la démarche, sur le contenu du projet de loi, sachant que bon, on a aussi l'article 45 pour bien cadrer le sujet, sans déborder trop, mais avec un peu de souplesse, parce que le compte n'y est pas dans le texte qui nous est proposé, donc il faudra qu'on améliore, qu'on amende, mais sans trop rajouter d'articles, parce que sinon on va avoir une liste à l'après-vert et on ne réglera pas tout en une seule fois. Donc comme il est prévu qu'il y ait un rendez-vous chaque année pour la simplification de la vie des entreprises. Donc si vous permettez, tout de suite, je vais laisser la parole donc à Madame Caron. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voulais personnellement vous remercier de votre invitation pour aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, Bénédicte Caron, je suis vice-présidente de la CPME, mais je suis surtout une chef d'entreprise en activité actuellement. Et donc, le projet de simplification est tout à fait au cœur des actualités chez nous. Ce que je voulais vous dire pour commencer en introduction, c'est qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, on parle régulièrement de simplification. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout ce que l'on voit, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt lassé par la surcharge administrative en tant que chef d'entreprise. On ne voit que gonfler la charge administrative, et je pense qu'il faut faire très attention avec ce projet de loi, qu'encore une fois, vous ne déceviez pas à l'arrivée. C'est pour ça qu'il y a une très grosse attente de la part des chefs d'entreprise à ce que pour une fois, ce projet de loi simplifie vraiment les choses.
Aujourd'hui, on est en train de nous annoncer une simplification, mais aujourd'hui, on voit la CSRD arriver, les congés payés durant les arrêts maladie. Ce ne sont que 2 exemples parmi tant d'autres de surcharge administrative. Donc, quand on parle de simplification, il faudrait aussi qu'on arrête, d'un autre côté, de continuer à en mettre, à empiler, j'ai envie de dire le millefeuille, si on peut l'appeler comme ça. Voilà. Donc ça serait dommage, ça serait bien qu'on arrête de mettre des couches aux couches, comme on dit vulgairement. Et puis également d'arrêter les risques avec des incriminations pénales pour les chefs d'entreprise. Nous ne sommes pas des criminels, et même si nous oublions ou si nous omettons de faire quelque chose, c'est pas forcément pour ça que nous devenons des criminels. La CPME, moi je travaille depuis longtemps, la CPME, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce sujet, on a contribué à de nombreux travaux. Aujourd'hui, nous avons consulté l'ensemble de nos adhérents et nous avons sorti un livre avec 80 propositions. Il faut faire très attention à ce que les PME ne soient pas considérées comme des grosses entreprises en modèle réduit. Et ça, c'est pas vrai. Et ce que l'on peut parfois faire dans une grosse entreprise n'est absolument pas réalisable dans une PME et encore pire quand c'est une TPE. Après, sur ce texte, il va véritablement quand même dans le bon sens et il reprend certaines de nos préconisations. Mais quelques commentaires à faire sur le texte actuel. Je pense notamment au droit d'information préalable des salariés. Il est proposé de le réduire de 2 mois à 1 mois. Aujourd'hui, nous demanderions à ce qu'il y ait une exception et qu'on informe nos salariés uniquement quand il n'y a pas un repreneur. Si un repreneur a déjà été trouvé, quel est l'intérêt d'aller informer des salariés que l'entreprise est à vendre, sachant qu'elle est parfois déjà vendue, déjà sous protocole de cession? Ça ne sert strictement à rien à part à affoler tout le monde. Quand exceptionnellement une entreprise n'a pas trouvé de repreneur et qu'on s'en va vraiment faire une fermeture, là on dit oui, et ça nous semble tout à fait normal et logique, même 2 mois avant l'échéance. De même, dans le texte, le RBE, le registre des bénéficiaires effectifs, la peine de prison a été supprimée. Mais alors au profit d'une sanction financière qui doit être 33 fois plus importante, puisqu'on porte de 7 500 € à 250 000 €. Bon, c'est bien, on ne va pas aller nous apporter des oranges, mais je pense que pour une TPE, 250 000 € pour parfois un oubli des RBE, où c'est rarement le chef d'entreprise qui le fait, c'est peut-être un peu excessif, et je pense qu'on peut la réduire. Vous l'avez dit dans votre introduction, l'article 7 prévoit de simplifier le bulletin de salaire. Est-ce véritablement une véritable simplification d'avoir à faire 2 bulletins de salaire à la place d'un? Aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne. Là, on s'en va changer pour devoir en faire parfois 2. Et de toute façon, on va avoir l'obligation de tout reprogrammer. Donc là, je pense que c'est une simplification qui n'en est pas forcément une. Nous avons aussi, le texte prévoit de renoncer au paiement direct à l'initiative des sous-traitants de rang 1 pour certains projets d'infrastructure ou de limiter dans certains cas le recours à l'allotissement. Pour la CPME, ce n'est pas forcément une bonne idée et ce n'est pas forcément souhaitable. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller dans ce sens-là et de prévoir ça dans le texte. Alors une fois qu'on a commenté ce texte-là, on peut aussi vous réclamer d'autres choses et faire un peu de demande et d'avoir d'autres cadeaux. La première que l'on voudrait faire, c'est le test PME. Franchement, c'est d'essayer de dire, quand on a une nouvelle obligation, qu'elle soit proposée sur un échantillon d'entreprises, de PME, pour voir si c'est réalisable et si c'est faisable. Alors, on ne va pas dire qu'on a gagné, mais on vient quand même d'avoir une première expérience avec Bercy, qui n'a pas été appelée test PME, mais qui officieusement, Bercy a réclamé pour la CSRD et nous a demandé de trouver 15 chefs d'entreprise, chose que nous avons fait, pour mettre en place la CSRD et de faire un test avec eux. Pour se rendre compte, juste en quelques mots, qu'il y avait 3 gros items dans la CSRD, que les 2 premiers étaient réalisables et le 3e absolument pas. Donc voilà, là nous avons vraiment quelque chose où avant... Alors c'est un peu dommage parce que le texte il est déjà là, donc ça serait mieux de le faire en amont de tout ça,
Mais aujourd'hui, on fait déjà prendre conscience que c'est pas... Et on demande à Bercy comment faire, c'est absolument pas réalisable sur le 3e item. De même, nous réclamons un coffre-fort électronique qui permettra de faire vivre le fameux « dites-nous-le une fois ». On est toujours en train de redonner un cabis à des gens qui peuvent pertinemment l'avoir sans nous le réclamer, et on est encore en train de nous demander « vous avez un contrôle fiscal, on commence par vous réclamer un cabis ». Je pense qu'il n'y a rien de mieux que les impôts pour avoir accès à nos cabis de société. De même, harmonisons les délais de réponse sur tout le territoire. Vous pouvez avoir des réponses différentes de la part de nos organismes d'État, suivant le département ou la région dans lequel vous vous trouvez, ce qui est parfois très compliqué quand vous avez des entreprises en plus limitrophes sur des départements ou sur 2 régions. De même, on pourrait certainement rassurer nos entrepreneurs en mettant en place des certificats de conformité administrative qui seraient opposables aux tiers, en instaurant une sommation administrative, en disant, ben voilà, dites-nous si c'est bon, si c'est valable, et à partir de là, on ne change plus les règles du jeu. De même, on demande à ce qu'un repreneur, quand aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je reprends une entreprise, on demande à ce qu'il y ait un délai de mise en conformité. Je peux vous dire que moi, j'ai vu un cas de figure à mes côtés d'une jeune chef d'entreprise qui a vu l'inspecteur du travail lui réclamer, notamment par exemple des élections de DP ou de CSE actuellement non fait. Quand vous venez d'arriver dans une entreprise et que ça fait 4 ou 5 jours que vous êtes là, ce n'est pas forcément votre priorité et ça ne peut pas être fait en l'espace d'un claquement de doigts. Donc il faut un peu de temps sans qu'on ait déjà des amendes ou des sanctions. Sur la simplification et sur la dématérialisation en matière fiscale, environnementale, on demande aussi à ce que, bien évidemment, on aille vers la dématérialisation de plein de choses. Mais attention à ce que l'on ait souvent une personne physique qui puisse être contactée pour que quand on dématérialise quelque chose, on ait quand même la possibilité d'avoir, entre guillemets, un humain à côté qui puisse vous aider à remplir certaines cases, ou quand vous êtes tout simplement confronté à quelque chose d'infaisable pour un chef d'entreprise, pouvoir nous aider. Le plus bel exemple qu'on vient de vivre ces derniers mois, c'est l'INPI. L'INPI a été une très belle catastrophe, où on a dématérialisé les formalités en les rendant encore plus complexes et encore plus lourdes. Pour la même formalité qu'on faisait avant sur le papier, eh bien aujourd'hui, vous avez eu plus de cases à remplir. Pour le bon exemple que moi, j'ai voulu en faire une, et on m'a demandé la date de naissance de mon commissaire aux comptes. Bon, je suis désolée, je ne vois pas en quoi ça va changer la face pour mon entreprise. Et ce n'est pas quelque chose, en plus, que vous avez l'habitude de demander aux gens quand vous leur serrez la main. N'empêche que c'est obligatoire. Et quand vous mettez rien, eh ben, vous ne pouvez pas passer à la page suivante. Bon, quelques dernières mesures que nous aimerions bien voir apparaître dans la prochaine loi travail. Bien évidemment, c'est de doubler les seuils, imposant les contraintes, et pas les sanctions, et pas les finances. On ne veut pas toucher à tout ce qui a un côté financier. Uniquement pour les contraintes administratives, on aimerait bien voir doubler les seuils. On vous propose aussi que la BDES ne pourrait être limitée qu'au seul cas où les représentants du personnel dans l'entreprise en font la demande. Vous avez beaucoup de chefs d'entreprise, de PME, qui font la BDES pour la voir ne jamais bouger du coin de leur bureau et vous passez quelques après-midi à la remplir. C'est un petit peu rageant quand même. De même, on vous demande parfois pour certains chefs d'entreprise de pouvoir tenir les réunions de CSE en visioconférence, ce qui est actuellement interdit. Et puis, faisons en sorte que quand un employeur embauche un travailleur étranger, on ait une base de données officielle pour vérifier l'authenticité des documents. Puisqu'aujourd'hui, on est un certain nombre de chefs d'entreprise à dire qu'on nous remet des documents et on n'a aucun moyen de savoir si passeport, pièces d'identité sont valables et sont bons et sont réglementaires. Voilà, Monsieur le Président, ce qu'on avait à vous réclamer cet après-midi un petit peu comme cadeau et qu'on souhaitait vous informer. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Julien Gondard.
Président, CMA. avec votre accord, sauf si ça bouleverse vos papiers, peut-être que le parallélisme des formes inviterait l'U2P en tant qu'organisation patronale. Et nous sommes des établissements publics, on peut peut-être arriver juste après. Si ça vous, D'accord, si ça pas de vous problème. Monsieur Picon. Voilà. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Alors, vous nous avez invités, je vous en remercie, pour évoquer avec vous ce texte qui nous est soumis. Alors, bien sûr, je souscris à toutes les demandes qui ont été, enfin, presque toutes les demandes qui ont été formulées par la vice-présidente de la CPME, mais je vais peut-être un peu concentrer mon propos, si vous me le permettez, sur l'examen du texte et un certain nombre de préoccupations sur lesquelles nous souhaitons qu'on puisse apporter des... Si vous permettez, de façon assez synthétique, pour qu'on puisse avoir le temps après d'échanger, parce que... J'avais compris que c'était 5 minutes, donc je vais essayer de me tenir dans les 5 minutes. Voilà. Bon, globalement, nous nous sommes satisfaits qu'un texte de loi s'engage dans la simplification des entreprises, et tout particulièrement des petites entreprises, puisque moi ici, je suis aussi un chef d'entreprise depuis 45 ans, avec toutes les vicissitudes de la complexification. Donc quand on me parle de simplification, éventuellement je dis, si ça va au bout, c'est une bonne chose, mais le diable se cache souvent dans les détails. Nous avons fait, nous, à l'U2P, 133 propositions. Ce sont des propositions sectorielles, je ne les reprendrai pas bien évidemment ici. Elles proviennent des secteurs du bâtiment, des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, enfin de tous les secteurs qui sont couverts par l'U2P. Et moi, je dois dire que c'est une grande partie de ces propositions, de ces demandes de simplification, trouvent au hasard de ces différents articles de loi un certain nombre de solutions. Alors, je voudrais préciser tout début, donc ça va dans le bon sens, le diable se cachant dans les détails, il faut regarder de plus près les choses, et un des exemples, vous l'avez cité tout à l'heure, qui est celui de la simplification du bulletin de paie, qui est demandé par personne, hein. Pas plus les organisations de salariés que les organisations patronales. Ça nous est tombé dessus comme ça. Alors bon, moi, si tout le monde se contente de 15 lignes, mais je crains que ça continue à donner une mauvaise connaissance du coût de l'emploi d'un salarié par l'employeur, parce que si, bien sûr, on peut mettre que le net, il n'y aura plus qu'une seule ligne, hein, mais personne ne se rappellera de ce que coûte la protection sociale que l'employeur finance pour son salarié. Donc c'est une simplification qui nous paraît ne pas pouvoir aussi en être une, parce que des questions, il y en aura tout le temps. Et moi, je parle d'expérience, j'ai régulièrement des salariés qui me disent, au fait, combien je paie pour ma complémentaire santé, puisque vous m'en retenez une partie, parce que je voudrais comparer avec ce que paie ma femme et savoir si les enfants, on les met là. S'il n'y a plus ça sur la feuille de paye, mais tous les jours, on va être questionné, ça veut dire que, d'abord, tous nos ressortissants n'auront pas forcément les éléments de réponse, il va falloir aller chercher, appeler le comptable, lui dire, il y a un tel qui me demande un truc. Donc tout ça ne nous paraît pas forcément une voie de simplification. Ça me paraît plus un petit effet d'annonce qu'une vraie simplification. Je voudrais vous parler du test PME, si vous me le permettez. Je voudrais qu'on l'appelle le test TPE. Parce que, bon, dans notre pays, vous le savez, moi je représente ici majoritairement des TPE de moins de 11 salariés, et je pense qu'il est utile que ce test se fasse aussi dans les TPE. Alors, pas à l'exclusive, bien évidemment, il faut aussi qu'il soit testé dans des PME, et nous pensons que ce test la loi doit cadrer ce test un peu mieux que ce qu'il est précisé aujourd'hui, parce qu'au fond, ce qui est dit, c'est assez lacunaire, comme ça, en disant, bon, on n'est pas loin de l'administration qui va tester à notre place. Nous, ce qu'on veut, c'est tester, nous. Et vous citiez tout à l'heure, cher collègue, l'INPI. Si on avait testé l'INPI, il n'y a jamais personne qui aurait ouvert ce bazar. Enfin, on a dit, ça ne marche pas, on ferme. Bon, donc qu'on teste, que la loi précise mieux ce test, qu'il soit effectué dans des entreprises de niveaux différents, des moins de 10 salariés, entre 10 et 50, au-delà de 50, qu'on puisse cadrer ça. Et puis après, le test, on peut faire un test. À quel moment on teste ? Nous pensons qu'il faut un test et un complément de test. Il faut un test avant la présentation en Conseil des ministres, du texte, du projet, de la norme qui va s'appliquer, mais il faut aussi qu'il y ait une piqûre de rappel de ce test après les amendements.
Parce que les amendements peuvent avoir changé beaucoup de choses. Et donc dire on va faire un test, oui, bon, on a testé dans une entreprise, quelle est la taille de cette entreprise, comment on l'a choisi, nous on pense que ça doit être normé, une petite, une moyenne, une grande. Et puis, à quel moment on teste, on pense qu'il faut qu'on précise un peu mieux les choses, parce que sinon, tout ça ne sera que de la bonne intention et n'aura pas une application réelle. Je pense aussi à dites-le nous une fois. Évidemment, ça, c'est indispensable. Mais vraiment, on croule sous ces demandes et c'est une perte de temps. Moi, je représente ici les artisans, les commerçants de proximité, les professions libérales. Et je pense aussi à des professions qui paraissent éloignées de cette simplification. Et combien elles en ont besoin? Une infirmière, par exemple, passe plus d'1 heure par jour à remplir des papiers pour la Caisse nationale d'assurance maladie. Ça, c'est pas traité. Et pourtant, c'est nécessaire parce que ce sont aussi des petites entreprises et qui consacrent de moins en moins de temps à exercer leur métier. Lorsqu'il s'agit de soignants, eh bien, c'est un temps utile et important à passer à remplir des formulaires et des reportings et je ne sais quoi encore. Donc sur le test, vraiment, nous allons vous faire parvenir, si vous nous y autorisez, Monsieur le Président, un projet d'amendement pour vraiment cadrer ce test dans le choix des entreprises et dans la période à laquelle il doit pouvoir être mis en œuvre. Ensuite, bien sûr, nous sommes attachés à défendre les petites entreprises, notamment dans les marchés publics. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. Et donc, nous, on est aussi très, très attachés à l'allotement des marchés, à l'allotissement, pardon, des marchés. Parce que si on supprime ça, ce sont les grandes entreprises essentiellement qui peuvent concourir et remporter ces marchés-là. Donc on souhaite là aussi que le texte soit un peu plus précis en la matière. Je m'arrête là, mais je pense que vous aurez des questions et j'aurai le plaisir d'y répondre. Monsieur Gondard, pareil, on essaye vraiment d'accélérer parce qu'il va y avoir pas mal de questions, j'ai l'impression. Je vais accélérer, Monsieur le Président. Merci pour votre invitation. Je me suis permis de laisser les représentants des entreprises d'abord parce que nous, en tant que réseau d'établissements publics, nous sommes là pour mettre en œuvre évidemment ce qui sera voté par la représentation nationale. Néanmoins, quelques principes généraux et je ne serai pas très long. Vous dire qu'évidemment, le réseau des chambres de métiers a participé à l'ensemble de la préparation en termes de récolter l'ensemble des dispositions qui pouvaient porter à difficulté. On a participé aux rencontres de simplification organisées par Bercy. On était en fait sollicité un petit peu en amont des difficultés rencontrées sur le terrain. Évidemment qu'on accueille avec tout un caractère positif cette démarche de simplification. La philosophie d'ensemble doit évidemment permettre de simplifier la vie de l'entreprise et pas la complexifier. En cela, je voudrais juste poser quelques principes qui seraient en tout cas les nôtres dans l'analyse du texte. Et la première des simplifications, c'est d'abord supprimer. Il faut enlever ce qui est de trop, enlever la charge aux entreprises. Pour ce qui concerne les entreprises artisanales que nous défendons, eh bien, quand l'artisan ne produit pas, eh bien, il ne gagne pas sa vie. Donc tout le temps qu'il passe à analyser les textes, à comprendre, à essayer de voir s'il est dans la ligne de tout ce qui est demandé, eh bien, il ne produit pas. Donc c'est une difficulté en tant que gestionnaire d'entreprise. Deuxième élément de principe, c'est ne pas forcément penser au numérique pour simplifier. Et là, je rejoins évidemment tout ce qui a été dit sur le guichet unique. Oui, c'est plus que difficile, ce guichet unique. Et tous les jours, le réseau Chambre de métiers accompagne des chefs d'entreprise qui sont perdus, complètement perdus, qui ont même parfois fait des choix via le numérique qui peuvent être dangereux pour leur propre sécurité financière, juridique, pour l'activité qu'ils vont exercer. Donc oui, simplifier ne veut pas forcément dire tout numériser. Il y a, comme l'a dit Madame, besoin d'accompagnement physique aussi pour faire les bonnes formalités au bon moment. Et ça, c'est vraiment fondamental. Troisièmement, il y a une inversion on va dire de la charge de la preuve. C'est bien au déclarant de bien dire, on pressent qu'il est parfaitement transparent, honnête, et bien sûr qu'ils le sont, mais ça renverse le sujet de la charge et donc ça pose la question du contrôle. On le voit là encore sur le sujet du guichet unique, qui vérifie, qui contrôle pour s'assurer qu'une entreprise est bien créée et qu'en ce qui concerne l'artisanat par exemple, qu'elle a bien les bonnes qualifications pour exercer le métier sur lequel elle s'est inscrite.
Au-delà de ça, de ces principes un petit peu généraux, rappeler que la loi renvoie beaucoup aux ordonnances. Donc effectivement, derrière, c'est comment seront écrits les textes qui nécessiteront beaucoup de vigilance. Et là, nous, en tant que réseau d'établissements publics, on sera là aux côtés de l'État, évidemment, pour rédiger ces éléments. Mais beaucoup de choses seront renvoyées a posteriori. Se satisfaire de toute la simplification qui est proposée dans le texte. Le bulletin de salaire, évidemment, je souscris complètement à ce qui a été dit. Et puis si en plus l'entreprise doit payer quelque chose pour que son logiciel soit mis à jour, mis aux normes, bon, à chaque fois on sait ce que c'est que pour les éditeurs de bulletins de paye, c'est toujours l'occasion de demander un petit peu plus d'argent pour la mise à jour. Bon, si en plus l'entreprise doit payer, une petite simplification qui ne change pas grand-chose, c'est vrai que ce serait un comble. Rappelez également que tout ce qui concerne la petite entreprise, ce qui concerne le test PME ou le test TPE est fondamental et nous, on s'inscrit en partenaire évidemment de la mise en œuvre de toutes les dispositions qui seront votées pour pouvoir contribuer à ces réflexions. Comme je le disais, quand l'artisan ne produit pas, il n'est pas payé, il ne fait pas de chiffre d'affaires. Rappelez également aussi ce qui pourrait être vu comme quelque chose d'assez positif, c'est tout ce qui concerne les règles d'installation au détour des PLU, des PLUI qui sont proposées, tout ce qui permet de simplifier une installation, de simplifier une mise aux normes, de pouvoir s'équiper de dispositifs qui permettent d'économiser l'énergie comme des panneaux solaires ou autres dispositifs qui viennent alléger la charge pour l'entreprise. Ça, effectivement, tout ce qui peut être simplifié pour l'entreprise est une bonne chose. Et surtout si ça lui fait gagner un petit peu d'économie sur sa facture. Peut-être vous avez évoqué les uns les autres des petits cadeaux. S'il pouvait y avoir un petit cadeau pour l'artisanat, au niveau du titre 10, il y a l'intitulé qui pourrait être complété. Il s'appelle « Simplifier le développement des commerces ». Et si vous pouviez rajouter « et de l'artisanat », ça nous ferait plaisir. Ça permettrait là encore de bien montrer que l'artisanat est un secteur économique à part entière et qu'il contribue lui aussi à la dynamique du pays. Voilà, je ne serai pas plus long pour vous permettre de poser des questions, mais comme vous avez pu le constater, on s'inscrit totalement dans ce qui a été rappelé par les représentants des entreprises qui participent aujourd'hui à l'audition. Ce n'est pas un cadeau qui coûte très cher, ça, de rajouter. C'est dans nos prix. Je vais laisser la parole à M. Yves Blenven, rapporteur, et ensuite Catherine Di Folco. Sur les propositions qui ont été faites, notamment je pense au commerce, tout ce qui est simplification, est-ce que vous avez des remarques particulières sur ce chapitre-là? Ça va plutôt dans le bon sens, en tout cas de ce qu'on a entendu jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté. J'ai bien pris la remarque sur le délai, enfin votre proposition concernant le délai de prévenance des salariés, mais sur le reste, ces propositions, il y avait l'histoire des baux commerciaux, etc. Vous avez des remarques particulières là-dessus ? Non, pas plus que ça. On va dans le bon sens pour tous les commerçants. Alors, il est évident qu'on va avoir les gros bailleurs qui vont peut-être un petit peu ne pas être d'accord, mais il faut trouver un équilibre entre bailleurs et entre commerçants. Et je pense que l'équilibre, il est trouvé dans le texte. Donc, il n'y a rien qui nous chagrine. Bien. Sur les seuils de la concurrence par rapport vous savez, à la concentration, aux règles de... Pas concerné. Non. Par contre, je trouve que offrir à tous les commerçants la possibilité de payer leur loyer mensuellement, c'est une chose qui est très importante parce que ça va leur permettre d'être moins étouffés en trésorerie. Limiter à 3 mois le dépôt de garantie aussi, ça, c'est une mesure utile quand vous démarrez un commerce. Et si vous avez 4 ou 5 mois de dépôt de garantie plus 3 mois du premier loyer, ça fait déjà une amputation. Donc étaler ça un petit peu, ça nous paraît bien. Ces dispositions-là nous paraissent utiles, y compris celles dans les changements de destination, sur un régime plutôt déclaratif de déclaration que d'autorisation aussi nous paraît aller dans le bon sens. Et ça répond aux demandes que nous avions faites sur beaucoup de points. Sur l'article 13 et l'article 14, sur la relation... Le micro. Pardon. La relation avec les banques et les assurances. J'ai l'impression que le 13, il n'y a pas trop de soucis, mais que le 14,
il y a quelques remarques sur la relation avec les assurances et notamment la problématique de la simplification lors de sessions contractuelles, etc. Vous avez des remarques là-dessus ? Je pense que sur la banque, sur la banque, tout ce qui concourt à plus de transparence pour qu'on puisse mieux comparer les tarifs des différents établissements bancaires qui sont susceptibles de travailler avec nous, des récapitulatifs de frais mieux expliqués, tout ça va dans le bon sens. Ensuite, après, il faut qu'on vérifie et qu'on regarde dans l'application, j'allais dire, si ces nouvelles contraintes dont les banquiers disent qu'elles vont leur faire beaucoup de dépenses, qui va payer cette charge, si c'est pour nous la répertorier dans une augmentation des coûts, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup simplifié, ou du moins au détriment des entreprises. Donc c'est un article qui nous laisse un peu sur notre faim, parce que oui, c'est bien d'avoir plus de transparence, mais qui va assumer les coûts de cette transparence et comment on va contrôler que les banques nous répercutent cela, pas cela. Idem pour les assurances. On se rend compte au fond que cette liberté qui a été donnée aux particuliers de la résiliation, ce qu'on appelle la résiliation infra-annuelle, où on peut se débarrasser de son contrat après un an au moment où on le veut, ça a concouru à une augmentation des tarifs, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance, elles ont engagé des frais de gestion supplémentaires et qu'elles ont répercutés sur leurs assurés. Donc là aussi, nous, on est extrêmement prudents. J'ai vu qu'il y avait des secteurs qui n'entraient pas dans le sujet, c'est la construction, et puis d'autres secteurs, parce qu'en construction, avec les garanties décennales 1792 du Code civil, évidemment, avoir une attestation d'assurance quand vous construisez une maison de 3 mois que vous pouvez résilier le mois suivant, ça va poser aux maîtres d'ouvrage qui font construire un certain nombre de difficultés. Donc ces deux articles, on est un peu dans l'expectative de voir comment ils vont être cadrés et quel coût ça va répercuter sur les entreprises. Merci. Et puis, bon, sur les salaires, je n'ai pas repris, mais on est à peu près d'accord. Ouais. Je pense que là-dessus, il y a une certaine unanimité. Merci. Catherine Di Folco. Merci, Président. Merci, Madame, Messieurs, pour vos interventions. Peut-être juste quelques réponses à vos demandes et à vos demandes de cadeaux, notamment. Nous ne sommes que législateurs. Voilà. Certaines de ces mesures demandées seront plutôt du volet réglementaire et donc pas à notre main. J'entends par là le coffre-fort, par exemple. C'est pas dans le texte parce que c'est pas législatif, mais ça va arriver. Si j'en lis, en tout cas, je viens de le relire, le plan d'action simplification, c'est assez bien détaillé et on est dans le domaine réglementaire. De même que pour monsieur qui fait remarquer que le tout numérique, c'est pas forcément de la simplification, et madame qui disait il faut quand même de l'humain, et il faut des gens pour nous aider. Je crois que c'est prévu aussi, mais voilà, c'est pas du législatif, tout ça, mais à mon avis, ça a été quand même pris en compte, et en tout cas, si je crois bien, il y a une mission qui sera lancée, si je lis bien mon texte, il y a une mission qui sera lancée au premier semestre 2024 pour justement faire remonter tous ces besoins. Mais bon, voilà. Là, on ne sera pas dans ce cadre-là, dans ce cadre législatif, en tout cas. Concernant l'article 27 et les tests PME, alors, on a bien pris en compte ce que vous disiez, Monsieur Picon, notamment. On va réintroduire le texte qui a été voté ici au Sénat il n'y a pas très longtemps, à l'initiative du président Rittmann, et que j'ai eu au téléphone tout à fait récemment, là, il y a 1 heure à peu près. Le texte qui avait été voté était bien à l'adresse de toutes les entreprises. Alors peut-être qu'effectivement le titre n'est pas assez révélateur de son contenu. Il faudra peut-être le préciser pour lever les ambiguïtés, en tout cas. Voilà. Donc voilà, ça va être sous contrôle, ça, en tout cas. Voilà, histoire de vous rassurer dans un premier temps avant que le texte sorte. Et concernant ces tests PME, je comprends ce que vous dites. Il faut tester avant la présentation du texte, évidemment, pour écrire quelque chose de robuste, juste. Mais vous dites tester peut-être après les amendements.
Ça me paraît un peu compliqué. Notre travail législatif, il se fait souvent un peu dans la rapidité. Alors, si on a la chance qu'un texte soit en navette normale, c'est-à-dire avec 2 lectures, on a plus de temps et effectivement, ça peut être testé. Mais si on est en procédure accélérée, sincèrement, je ne vois pas comment on peut faire. Enfin, je ne sais pas mes collègues ce qu'ils en pensent, mais ça me paraît assez compliqué. Mais j'entends votre remarque, elle est tout à fait juste. Tout à fait juste. Voilà. Moi, je n'ai pas de questions plus que ça à vous poser. C'était plutôt un peu des réponses, mais peut-être que nos collègues ont d'autres précisions à demander. Oui, il y a merci en tout cas. quelques questions. Alors, Madame la rapporteure, peut-être à moins... Enfin, si on a un conseil national d'évaluation des normes, comme c'est un peu indiqué dans le test PME, pour les entreprises, là, on peut travailler un peu en amont, mais on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, le CNEN pour les collectivités a du mal à travailler parce d'abord, il n'a pas de moyens de travailler, puis on lui donne aussi ça dans l'urgence. Hein, c'est parfois la veille pour le lendemain. Alors, c'est toujours... mais ça serait un peu en amont, mais il faut le mettre en place. Je ne sais pas s'il y a une volonté du gouvernement. En tout cas, Madame Romagny a demandé la parole. Merci Président, merci pour vos témoignages, Madame, Messieurs. Je voulais justement reparler de ce test PME, TPE, pour effectivement abonder dans le sens de ce que disait ma collègue. On ne peut pas forcément tester chaque amendement. Sur ce test, je suis contente qu'il puisse vous donner satisfaction puisque dans le rapport de la CSRD, j'étais co-rapporteur de la CSRD et je l'avais moi-même demandé, ce test PME. Et je voudrais apporter une précision puisque Madame Caron, vous avez dit ce serait bien de pouvoir tester en amont simplement pour vous rappeler que la CSRD c'est une directive européenne et que du coup nous n'avons pas pu tester en amont et que ce test PME nous sert aujourd'hui, et j'ai eu le cabinet d'Olivia Grégoire la semaine dernière au téléphone pour remonter justement au niveau européen de ces problématiques. Et sur ce test que vous évoquiez tout à l'heure, sur les 15 PME qui vont effectuer ce test, déjà il n'y en a que 11 qui ont répondu, en tout cas la semaine dernière il n'y en avait que 11 qui avaient répondu pour l'instant, et ce que je précisais à Madame Grégoire la dernière fois, c'est de dire que, alors c'est super, on va pas se mentir, c'est une belle avancée, c'est que 15 PME déjà, et c'est surtout des PME qui sont volontaires. Et si ce sont des PME qui sont volontaires sur la CSRD, ça veut dire qu'elles ont déjà... elles sont déjà dans la démarche. Et quand je vois les résultats des 11 qui nous disent que pour plus d'un tiers, elles éprouvent des difficultés, voire de grosses difficultés à répondre, et notamment au scope 3, parce que je pense que c'est à ça dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Je disais au cabinet de Madame Grégoire, attention, parce que si ce sont déjà des entreprises qui ont un pied dedans pour être volontaires au test PME, ça veut dire que pour celles qui en sont le plus éloignées, donc il faut aussi faire attention à ces tests PME, TPE, pour qu'il y ait cette notion de volontariat, mais qu'on essaye de balayer large dans ces tests. Donc je vous rejoins en disant que c'est une avancée, mais qu'il faudra encore aller plus loin. Et puis, simplement, effectivement, de dire qu'on ne va pas pouvoir tester chaque amendement. Pour autant, et en tout cas, c'est l'objet de mon rapport sur la CSRD, de pouvoir demander une évaluation au bout d'une année de mise en place de la CSRD, pour qu'on puisse justement évaluer à la fois le coût financier, parce que je pense qu'il y a un vrai coût financier, mais aussi la praticité de faire la CSRD pour les PME non aguerries à l'exercice. Donc peut-être qu'il y a une possibilité, sans tester chaque amendement, mais pour certaines lois, éventuellement, de réfléchir à une évaluation post-loi pour voir un petit peu ce qu'on a décidé, est-ce que la mise en place peut se faire ou pas. Ça peut être une piste, voilà, c'était simplement... Merci beaucoup. Bien, alors Madame Poncet-Monge, et puis après vous répondrez, on va prendre plusieurs questions.
Merci, Monsieur le Président. Oui, vous avez évoqué rapidement l'article sur l'allotissement, et vous avez raison, l'allotissement, c'est une mesure en faveur des PME, justement. Autrement, vous l'avez noté, seuls peut-être les grands groupes pourront candidater. Alors, vous noterez que dans l'exposé des motifs, effectivement, ils disent que, mais ils veilleront quand même à l'accès des PME. Mais bon, ça, c'est... voilà, ça montre bien que c'était fait pour ça et que, quelque part, on retire un principe, donc je partage votre avis sur le fait que ce n'est pas une bonne mesure. Par contre, vous avez évoqué, sans développer, la deuxième partie de cet article sous la sous-traitance de niveau 1, où on invite les sous-traitants de niveau 1 à renoncer au paiement direct par l'État. Enfin, et effectivement, quand on demande les arguments de ça, qui semblent quand même protéger, là aussi, les sous-traitants, hein, la seule raison évoquée à ce jour, c'est que c'est trop long et que les sous-traitants même seraient demandeurs de bypasser. Donc j'aimerais votre avis. Voilà, c'était ma seule question. Savoir ce que vous pensez de cet appel à renoncer à quelque chose qui, à mon avis, protégeait plutôt les sous-traitants. Merci, Monsieur Michel Massé. Merci, Président. Juste préliminaire, bon, bien sûr, liminaire de bien dire qu'effectivement la simplification n'est nullement l'idée de réduire l'information, mais bien de simplifier votre charge de travail, et c'est ça la volonté. Et je voudrais revenir sur une question, enfin en tout cas votre intervention, Madame, sur la transmission au niveau des sociétés. J'ai personnellement été amené à céder des sociétés à plusieurs reprises qui étaient beaucoup plus ennuyées lorsque les salariés n'avaient pas été associés en amont dans la transaction que plus tard. Et les meilleures cessions se sont faites lorsque les salariés étaient associés à cette transaction. Après, libre à eux de monter un collectif pour reprendre ou pas. Mais il me semble que dans la société aujourd'hui, ça peut être une réponse aujourd'hui qu'attendent les salariés parfois dans la reprise de société. Et ne pas être avisé dans votre proposition, si j'ai bien compris votre intervention tout à l'heure, qu'il le soit dans un deuxième temps, peut me paraître compliqué en tout cas. Madame Verrier. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à vous de vos présentations. Alors moi, j'avais une petite question sur les banques. Alors, la loi ne peut pas tout. On voit bien que là, dans le texte, finalement, c'est à minima que la relation avec les banques est vue, puisque c'est le fait de donner la gratuité lors de la clôture de banque. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? Par exemple, je plaisantais hier avec une entrepreneure sur le fait de demander un découvert, par exemple. Et elle me disait, mais maintenant, c'est encore pire, hein, parce qu'on appelle, ils nous envoient, il faut que vous alliez sur telle adresse mail pour demander de la facturage, point. Et il n'y a plus de dialogue du tout qui fait qu'en fonction de l'entreprise, etc. Est-ce que... Alors, je pense qu'il y a banque et banque aussi, hein, ça dépend à qui on s'adresse. Et puis, au sein d'une même banque, il y a banquier et banquier. C'est assez clair. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses où on pourrait éventuellement aller plus loin sur ces sujets-là? Bien, alors merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, de questions, je vais demander à chacun de prendre la parole une dernière fois, parce qu'après, on sera dans les temps. Donc, Madame Caron. Alors, je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre, mais... On va remonter peut-être. Le coût pour la banque, oui, moi je peux vous donner des exemples où vous avez des petites sociétés qui payent beaucoup plus cher et qui payent très cher pour pratiquement aucun service bancaire. C'est pour ça que là, l'idéal, ça serait vraiment d'ajuster le coût bancaire vis-à-vis des particuliers. Aujourd'hui, quand vous avez un compte particulier, vous payez rien, si ce n'est quand vous n'êtes pas à découvert. Voilà, mais en dehors de ça, vous ne payez rien. Aujourd'hui, mettez en société, prenez une SCI, même commerciale, elle peut parfois avoir des fonds monétaires plus faibles que le compte d'un particulier à côté, et à elle, on va lui prendre des frais, des coûts au trimestre, des frais de fermeture. De toute façon, à partir du moment où vous ouvrez un compte, qu'il est en société, vous avez obligatoirement de la part de la banque des frais au trimestre, qui sont parfois... très important par rapport aux quelques mouvements
que vous pouvez avoir, parce que c'est une SCI où il y a 3 virements d'argent par mois et vous avez des frais bancaires tous les trimestres. Donc il serait bien que les banques continuent à avancer pour aligner la fiscalité de ces petites sociétés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle petite société? Jusqu'à quel mouvement d'argent? C'est peut-être plutôt en nombre ou en valeur sur la fiscalité des particuliers. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que oui, il existe encore des vrais coûts bancaires dans les sociétés. Vous avez parlé, monsieur, de la transmission. Moi aussi, j'ai cédé plusieurs entreprises. Je pense que quand j'ai informé un jour mes salariés que j'allais vendre mon entreprise, c'était panique à bâbord. Et je l'ai fait à un moment où on était bien évidemment dans les 2 mois. Donc vous le faites plutôt à 2 mois et demi pour respecter les délais. Et là, vous avez un vent de panique. En sachant pertinemment que si j'avais pu vendre ma société à l'encadrement de mon entreprise, je l'aurais fait. Ce qui n'était pas possible compte tenu des facteurs autres que ça. Donc je savais que j'allais affoler les troupes. Et que, voilà, vous affolez des gens qui ne vont pas savoir, entre guillemets, à quelle sauce ils vont être mangés, qui va leur adresser la parole demain, que ça soit de la simple femme de ménage à la réceptionniste, tout le monde est en panique. Donc moi, je pense que ça m'a compliqué la vie sur les dernières semaines où j'ai passé mon temps à rassurer les gens que personne n'allait être mangé, personne n'allait être mis dehors, que tout allait bien, qu'il ne fallait pas qu'ils se fassent du souci pour leur travail de demain. Et ça s'est très bien passé par la suite. C'est pour ça que je pense que en dehors du cas où vraiment il n'y a pas de repreneur, et là, clairement, il y a besoin de faire les choses d'une autre façon, sinon ce n'est pas la peine d'affoler tout le monde. Sous-traitant de rang 1, la question qui a été posée, alors clairement, ça nous est demandé par nos entreprises qui sont sous-traitants de rang 1 et qui nous disent non, 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 on ne veut pas de ça, laissez-nous comme on est aujourd'hui. Les raisons, on pourrait vous les donner précisément en leur demandant, mais clairement, c'est demandé par tous les gens. Ça nous est demandé par les fédérations. De rien changer par rapport à aujourd'hui. C'est comme le bulletin de paye. C'est une fausse bonne idée. Pour revenir au test PME, je pense qu'il est encore mal délimité. Je pense que pour moi, 1 an après, le mal, il est fait. Aujourd'hui, l'exemple qu'on a vraiment en ce moment, c'est la CSRD. On va nous l'imposer. Alors, on est déjà passé, je suis d'accord, ça vient de Bruxelles, mais on est déjà passé de 250 à 50 pages. Mais dans les 50 pages, il y a encore des questions où on ne pourra pas les remplir. Et donc, on est incapable de faire ça. Donc, à mes yeux, plutôt on va commencer à dire supprimez, 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 réduisez pour nous, mieux on le vivra. Pour peut-être nous enlever des morceaux entiers de paragraphes qui sont infaisables à remplir. Merci. Alors, Monsieur Picon. Oui, totalement opposé à ce que les petites entreprises perdent leur possibilité d'être réglées. C'est les mettre encore plus en dépendance des grandes entreprises. Et vous avez raison, ce sont des demandes formulées par des entreprises, mais par les grandes, qui utilisent les sous-traitants, c'est-à-dire les nôtres. Donc on est là sur ce point totalement opposé. On espère que cela sera corrigé. Sur l'information des salariés, moi je pense que ça serait utile aujourd'hui. Nous pensons que ça perturbe l'entreprise. La cession d'une entreprise, c'est un moment de traumatisme. Bon, les salariés, ils ont peur, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, qui va reprendre, est-ce qu'on va me garder. Et nous, on pense que ce n'est pas la peine de rajouter du stress au stress, surtout que quel est le résultat, puisqu'il s'agissait d'une loi de quelques années, combien de salariés informés ont repris une entreprise? Ça doit se compter sur le bout de la main. Et donc, créer un stress sur du stress, enfin, nous, dans les petites entreprises et dans des zones, ça se prépare. En principe, ça s'évoque aussi. Mais le formalisme de la loi, nous, on va plus loin. On demande la suppression de cette loi. À un moment, on engage la suppression. Prévenir les salariés de 2 mois qui peuvent racheter l'entreprise. Enfin, franchement, dans les petites entreprises de moins de 10 salariés, quand vous avez des salariés qui ont vocation à reprendre l'entreprise, le chef d'entreprise, il le sait.
Il le sait depuis longtemps, c'est pas la peine de publier les bancs, quoi. Et publier les bancs, c'est aussi stressant pour les clients parce que ça fait perdre des marchés. Moi, j'ai plein de témoignages de gens qui disent « Ah, mais ils vont vendre. Alors, je ne vais pas lui confier la construction de ma maison. Je ne sais même pas qui... » Et faire courir tout ça, c'est mettre en danger et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, nous, on souhaite un moment que vous vous penchiez sur ce sujet, qu'on abroge ce texte qui, pardon, je ne veux pas vous contredire pour le plaisir, hein, ce n'est pas du tout mon propos. Si on avait une expérience de beaucoup de salariés qui ont accédé au rachat de leur entreprise par ces moyens-là, mais franchement, si on fait une étude, alors là, un test après coup, hein, de qu'est-ce que ça a amené, à mon sens, la somme des problèmes est supérieure à la somme des avantages, même si je conçois qu'il a pu y avoir ici ou là un avantage. Voilà. Et puis, si vous me le permettez, Président, parce que je voulais juste parler de ce sujet qui est celui de l'article 4, qui est la facilitation à l'accès à la commande publique en ligne. Bon, alors tout ça, c'est bien, mais nous, on pense qu'on parle que des marchés de la sphère d'État. Et les marchés de la sphère d'État, les petites entreprises, elles n'y ont pas toujours accès. Quels sont les marchés des petites entreprises? C'est dans les territoires, c'est avec les collectivités locales, qu'il s'agisse des communes, des intercommunalités, des régions. Et nous aurions souhaité que ces dispositions, qui vont au fond dans le bon sens, avec la plateforme Place qui permet de simplifier les choses, elles soient aussi élargies aux collectivités locales. Parce que sinon... on ne traite qu'une partie du sujet et les marchés auxquels peuvent accéder les petites boîtes dans les territoires ne bénéficient pas de ces dispositions. Je ne sais pas si ça pourrait être réintroduit, mais dans cette maison-là, de parlementaires issus des territoires, c'est peut-être une question à poser. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bicombe. Monsieur Gondard. Je vais être très bref. Oui. Très bref. Une remarque pour essayer d'accompagner les banques dans leur meilleure relation client, c'était pour rebondir au propos. C'est vrai que certaines entreprises ont besoin d'acheter des stocks. C'est-à-dire, avant de produire ou avant de vendre, on dépense de l'argent et on peut se mettre en situation difficile par rapport à son compte bancaire, payer des agios, etc. C'est vrai que du sur-mesure par rapport à ces entreprises qui ont besoin de d'abord payer avant d'être payées, ce serait peut-être pas inintéressant et je m'arrêterai là. Merci en tout cas de vos interventions respectives et de vos idées pour lesquelles on va prendre en compte. Vous voulez dire quelque chose, Catherine? Oui, non, mais c'est vrai qu'on ne va pas tout régler dans ce texte parce qu'on a en même temps un texte sur l'énergie, un texte sur le logement, un texte sur l'agriculture. Donc, ça ne va pas se faire en une seule fois. Là, on va traiter un peu de stock, hein, et après, il faudra traiter le flux pour... En tout cas, merci et désolé d'arrêter comme ça cette audition qui était très intéressante, mais on a aussi une obligation de séance à 15h. Et merci encore de votre présence. Merci.